Depuis le décret de création, de la mise en place et de la nomination des coprésidents de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, un important travail de fond a été abattu en Guinée et dans d'autres pays. L'objectif est de proposer des démarches à suivre en vue d'aboutir à une réconciliation nationale découlant de la vérité, de la justice, de réparation et de la réforme institutionnelle. La présente rencontre du lancement officiel des activités de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale marque le départ d'une série d'activités devant toucher l'ensemble du territoire national. Déjà, après une série de sensibilisation et de concertation, un certain nombre de constats se dégagent de la première phase de la démarche de la commission. Je voudrais, en notre nom, El-Haj Mamadou Saliou Kamara, grand imam de la mosquée Faisal de Conakry, et moi-même, vous remercier de votre présence à la présente cérémonie. Nous tenons à vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie solennelle de lancement des consultations nationales. Nous saisissons cette occasion pour adresser nos vifs remerciements au chef de l'État et au gouvernement pour les efforts consentis en créant les conditions favorables au déroulement, au fonctionnement de notre commission. Nous voulons également exprimer notre gratitude au système des Nations Unies à travers le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds de consolidation de la paix et l'UNICEF pour leur engagement constant à nos côtés depuis notre désignation à la tête de cette importante commission. Au terme d'un certain temps de sensibilisation, de concertation et de consultation, nous nous sommes rendus compte que la méthode appropriée à adopter est celle qui sera définie par le plus grand panel possible de Guinéennes et de Guinéens. Les voyages d'études à l'étranger que nous avons effectués ici et là, les échanges que nous avons eus avec nos partenaires au développement, notamment le système des Nations Unies, nous ont convaincus que si tous les processus de réconciliation ont le même objectif, qu'il était indispensable que notre pays trouve son propre cheminement tout en s'inspirant de l'expérience des autres. Mesdames et messieurs, le processus de réconciliation dans lequel nous nous engageons procède de la lettre d'engagement entre le gouvernement et la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies et porte, outre la réconciliation nationale, la réforme des services de défense et de sécurité, l'emploi jeune et l'emploi femme. Ainsi, la commission de réflexion sur les conditions de mise en œuvre et de réalisation de la réconciliation nationale a été créée par le décret du 21 juin 2011. Le décret du 15 août 2011 a procédé à la nomination des coprésidents. La commission fonctionne
sur les principes d'indépendance et d'impartialité et rend compte au chef de l'État de ses travaux. La mission confiée à la Commission est de mener des réflexions approfondies et faire au chef de l'État des recommandations idoines sur les conditions de mise en œuvre et de réalisation de la réconciliation nationale. À l'actif de la Commission, il faut compter l'organisation des prières pour la réconciliation et la paix dans les mosquées et les églises du pays, des activités de renforcement des capacités des coprésidents via voyage d'études au Ghana et au Rwanda sur les enjeux et défis d'un processus de réconciliation nationale. L'appui en partenariat avec l'OIF, le HCDH et OSIWA à 2 sessions, d'une part à l'attention des institutions nationales et des organisations de la société civile, d'autre part sur les questions liées à la réconciliation nationale. L'élaboration et la validation du projet de consultation nationale CONARGI sur la base des orientations stratégiques des coprésidents avec l'appui d'un expert international, le PNUD, le HCDH, et dont la cérémonie solennelle de lancement officiel a lieu aujourd'hui. La mise à la disposition de la Commission provisoire de réflexion nationale, de réflexion sur la réconciliation nationale, d'un siège avec les mobiliers et matériel de bureau, la villa numéro 36 de la Cité des Nations par le chef de l'État. La rénovation du siège de la Commission par le système des Nations Unies à travers le PNUD. L'obtention des sièges pour les antennes régionales de la Commission dans les capitales des régions administratives du pays. Les locaux de ces antennes sont actuellement dans un processus de rénovation par le PNUD. Le recrutement du personnel de la CONARGI est en cours. L'acquisition par le PNUD de 12 véhicules pour la Commission ainsi que des équipements informatiques et de communication, des mobiliers et matériel de bureau, etc. Enfin, l'organisation de la première session du comité de coordination et de suivi de la Commission au mois de janvier 2015. Mesdames et Messieurs, oui, la mission qui nous a été confiée, à savoir mener une réflexion approfondie sur les conditions de mise en œuvre et de réalisation de la réconciliation nationale, est très laborieuse au regard de la complexité de notre histoire commune. En effet, nous avons connu depuis notre indépendance des moments de gloire et de douleur. Les événements dont il s'agit ont eu pour acteurs des Guinéennes et des Guinéens. C'est toujours des Guinéens qui ont été victimes d'autres Guinéens. Le temps faisant, les douleurs se sont transformées parfois en haine. Or,
Le peuple guinéen est uni par des liens séculaires fondés sur le respect de la dignité humaine, de la tolérance, de la compréhension, de l'amour de l'autre. Mais nous pouvons vous rassurer. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables invités, l'histoire de notre pays est bien la nôtre et nous devons l'assumer en toute responsabilité et surtout reconnaître nos fautes, demander sincèrement pardon et prendre l'engagement de ne plus les répéter. C'est pourquoi nous avons proposé une démarche et une organisation qui va permettre de formaliser et la problématique et la méthode de résolution. L'organisation pour cette deuxième phase dite de prière et d'écoute est la suivante. Au niveau national, un secrétariat exécutif va appuyer la commission provisoire de réconciliation nationale. Dans chacune des 8 régions administratives de notre pays, il sera mis en place une coordination dont la mission sera d'appuyer le processus d'écoute, le traitement des informations et la synthèse. Au niveau de chacune des 33 préfectures du pays et des 5 communes de Conakry, des points focaux pourront animer des séances d'écoute de façon permanente et recevoir les témoignages individuels ou de groupe. Cette phase va durer de mars 2015 à août 2015. Cette deuxième phase de prière et d'écoute doit permettre d'organiser des prières dans les mosquées et les églises pour la réconciliation nationale dans l'âme. Priez chaque jour jusqu'à ce que Dieu ait raison de nos résistances, rancune, haine, mépris réciproque, préjugés et désir de vengeance. Tout vient de Dieu et tout revient à Dieu. L'homme et le croyant que nous sommes doit se remettre à la volonté du Tout-Puissant et chercher dans la prière la force de la vérité, la force du pardon et la force de la réconciliation. Chaque prière, chaque jour, nous demanderons à Dieu de nous donner la force de vaincre la douleur, de vaincre la haine et de forger en nous le socle du pardon et de la rédemption. En plus des prières, l'écoute sera organisée au niveau des points focaux sur l'ensemble du territoire national. Ces séances d'écoute permettront des entretiens individuels d'écoute avec des personnes ressources, témoins ou acteurs de l'histoire. La contribution des historiens et autres universitaires. Les discussions seront organisées avec des groupes focaux constitués par des victimes de différents événements pour écouter et répondre aux attentes particulières de chaque groupe. Ensuite, des rencontres au niveau des 8 régions administratives seront organisées pour consolider
les résultats de l'exercice. Et l'implication des Guinéens de l'étranger se fera à travers la création d'un site Internet. Monsieur le Président, chers invités, après cela, la Commission dressera un rapport qui sera remis à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce rapport, nous l'espérons avec l'aide de Dieu, permettra à notre pays d'assumer la problématique de la réconciliation et de mettre en place une organisation pour la réalisation de cet objectif fondamental. Nous en appelons à l'implication forte des médias privés et publics. Nous en appelons à l'implication permanente et citoyenne des organisations de la société civile. Nous en appelons aux personnes ressources intellectuelles, à toutes les forces de la nation, sans lesquelles cette démarche sera difficilement réalisable. Mesdames et messieurs, distingués invités, la cérémonie de ce jour revêt une importance capitale dans notre mission. Elle ouvre une nouvelle phase qui sera marquée par l'organisation de larges consultations nationales à travers tout le pays. Dans ce processus, une attention particulière sera accordée à la voix des femmes et des jeunes, car ils ont toujours payé un lourd tribut de nos égarements. Une stratégie de mobilisation sociale sera aussi conduite à travers les médias et les autres canaux de communication. Ensemble, œuvrons pour une Guinée réconciliée dans l'écoute, la vérité, la justice et la paix. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu nous donne la force de marcher sur le chemin de la réconciliation. Dans cette démarche et avec l'appui du système des Nations Unies, après le siège ici à Conakry, des antennes régionales créées sont dotées de sièges avec toutes les commodités exigées en la matière. C'est en tenant compte du passé glorieux et douloureux de la Guinée que le chef de l'État a manifesté sa volonté de réconcilier les Guinéens victimes ou bourreaux. Une vision partagée par le système des Nations Unies. Ce jour, mercredi 25 mars 2015, est un jour mémorable dans l'histoire de la Guinée. Il sera marqué en lettres d'or dans l'esprit de toutes celles et de ceux qui, depuis plusieurs décennies, ont porté en eux les rêves d'une réconciliation entre les filles et les fils de la Guinée. Je me sens donc honoré de prendre la parole au nom du système des Nations Unies à l'occasion de cette cérémonie de lancement officiel des consultations nationales en appui au processus de la réconciliation nationale. Je voudrais d'abord souligner que la précision des contours de la notion de réconciliation n'est pas facile. Chaque personne, physique ou morale, a sa perception de la notion de réconciliation. C'est un fait qui rend le débat sur le concept assez souvent très passionnant, voire houleux. La réconciliation réveille des choses que l'on conteste ou que l'on ne veut pas entendre ou que l'on veut creuser selon le type de statut que l'on a dans un conflit. Lorsque l'on fait la revue de la littérature, on se rend finalement compte qu'il n'y a pas un manuel de la réconciliation. En clair, il n'y a pas une unanimité
des définitions sur la réconciliation nationale. Et pourtant, la réconciliation reste la meilleure voie pour construire un pont entre un passé douloureux et un avenir apaisé. En effet, on parle de la nécessité de la réconciliation lorsqu'une société se retrouve dans une situation de violation des droits de l'homme à des degrés divers de gravité. Quand les filles et les fils de cette société ne s'entendent plus et se regardent désormais comme des ennemis. Quand les mécanismes endogènes de prévention et de résolution des conflits sont en panne. Quand le contrat de confiance entre les citoyens et l'État est atteint de dysfonctionnement. Comment alors recoudre le tissu social et ramener tout le monde à l'impérieuse nécessité de la vie en communauté sur des fondations d'écoute, de dialogue, de compréhension, de tolérance, de solidarité et de respect de la dignité de l'autre. En République de Guinée, le développement de l'histoire nationale est fait de mystères glorieux et douloureux. L'existence de nombreuses associations de victimes, mais aussi de tous les citoyens qui ont les yeux rivés sur le passé douloureux et glorieux, mettent en relief la nécessité d'un processus de réconciliation. Fort heureusement, l'idée de la réconciliation fait partie intégrante de la vision stratégique du gouvernement par le biais de la réforme du secteur de sécurité, la réforme de la justice et aussi la réforme de l'administration. Mais comment opérer cette réconciliation? Comment l'entamer? Qui doit la faire? La mise en route d'un processus de réconciliation doit d'abord reposer sur ce qu'il convient d'appeler les modalités procédurales, à savoir l'existence d'une volonté politique, l'appropriation nationale, la disponibilité d'accompagner les partenaires nationaux par les partenaires techniques et financiers, ainsi que des mesures de protection des victimes. Le succès d'un processus de réconciliation est intimement lié à ces conditionnalités. Ensuite, un processus de réconciliation ne peut faire l'économie de 4 éléments structurants, qui sont les droits à la vérité, à la justice, à la réparation et aux garanties de non-répétition. On les appelle encore les piliers de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle elle-même étant conçue comme l'ensemble des mécanismes judiciaires et non judiciaires qui permettent à un pays qui a connu un passé marqué par les violations des droits de l'homme d'identifier les causes profondes de cette situation, d'en rechercher les auteurs, de mettre en œuvre les réparations idoines et d'engager les réformes institutionnelles en vue de prévenir la répétition du passé. Son objectif ultime est la réconciliation et la consolidation de la paix. L'histoire d'un peuple ne peut être lue à travers le prisme de la négation. Tôt ou tard, la vérité se fait jour. Nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est comme un monde sans âme. Ces mots accrocheurs du journaliste Alain Foucault sont ainsi remplis de sens et de sagesse. En clair, l'ignorance de son passé, c'est-à-dire d'une partie de soi-même, est sans doute la pire aliénation qui soit. On ne saurait vivre sans mémoire, ni avec la mémoire d'autrui. Savoir d'où l'on vient pour savoir où aller n'est qu'une simple phrase. Il s'agit en réalité d'une philosophie de vie. De la même manière que pour guérir une maladie, il faut au préalable un diagnostic et une reconstitution de son évolution. De la même manière, l'homme peut se libérer, a besoin de connaître la signification de son histoire. L'exigence de la vérité historique et de la vérité sociologique des crimes relève ainsi de la responsabilité de l'État qui doit libérer la société
dans son ensemble sur les mesures et les causes profondes des conflits dont les conséquences fâcheuses ont pour corollaire des veuves, veufs, des orphelins et une société déstructurée. Cela dépassait inéluctablement par la coopération des services étatiques. Plus qu'une exigence étatique, c'est un principe des droits de l'homme que les victimes doivent savoir ce qui s'est passé. Car comment faire un deuil si l'on ne sait pas ce qui s'est passé? Comment honorer une mémoire quand on n'assume pas la perte, d'un être cher? Que pardonne-t-on? Pourquoi? Cette soif de savoir est réelle et ne doit pas être minimisée. Il apparaît donc qu'engager une telle démarche exige l'adhésion de tous et surtout une sagesse pour les acteurs d'un tel processus. C'est là le sens de la consultation nationale que vise à recueillir les desiderata de population avant de bâtir tout programme de réconciliation nationale. C'est à cet exercice que la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale va s'atteler au cours des mois à venir, compte tenu de la sensibilité de l'histoire de la Guinée. Gageons que la fièvre hémorragique à virus Ebola quittera nos villes afin que la conduite de cet exercice puisse se faire sans aucun risque. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le système des Nations Unies reste ainsi convaincu que l'enjeu de la paix est partagé par tous et voudrait à cet effet renouveler son engagement à accompagner la Guinée dans la recherche de mécanismes endogènes susceptibles de fédérer les énergies des filles et fils de la Guinée. C'est cela qui est à la base de notre accompagnement de ce processus, comme nous le faisons dans nombre de pays qui, comme la Guinée, aspirent à amener les filles et les fils de la nation à souffler dans la même trompette qui est celle de la paix. Je ne puis terminer mes propos sans rappeler qu'une attention particulière devra être accordée à la voix des femmes guinéennes dont nous connaissons tous le rôle capital dans la consolidation de la paix. Il s'agit là d'une exigence fondamentale à laquelle la Guinée a souscrite afin d'offrir aux générations futures un avenir radieux. L'avenir, c'est une Guinée prospère dans laquelle les Guinéennes et Guinéens, main dans la main, acceptent de valoriser leur diversité. Puissent les consultations nationales contribuer à l'embellie de la marche de la Guinée vers les lendemains meilleurs, partagés et apaisés. Je vous remercie de votre aimable attention. Le projet d'écoute des populations s'inscrit donc dans un vaste programme qui vise une Guinée réconciliée dans l'écoute, la vérité, la justice et la paix. Le message des artistes au cours de la cérémonie était évocateur. Discrimination sociale, discrimination linguistique, discrimination ethnique. Je me demande, oui, je me demande si ce pays qui a pour nom la Guinée est toujours le même. Wallahi. Un pays qui avait pour fierté et joie les artistes chantaient et continuent de nos jours de chanter les gloires et les exploits d'antan. Mais aussi les jours de la maman, notre Guinée est pour répondre à celui-là, il nous fait permettre de la tolérance, de la haine, et de la violence sous-tendue dans les tentatives de toutes ces discriminations. Mais c'est fait. Bye.
Oui, que dire de mon frère de lait, mais pas de même sang, qui m'a renvoyé de chez lui parce que n'appartenant pas au même parti politique à dominance de l'ethnie de son papa. Jamais je ne pardonnerai à ce patron d'entreprise qui a refusé de m'employer parce que je n'ai pas la même ethnie que lui. Je maudirai jusqu'à mon dernier souffle ce docteur qui, pour des raisons religieuses, a laissé mourir mon fils dans mes bras. Pour le président de la République, professeur Alpha Condé, la réussite de cette coopération nécessite l'implication des Guinéens, victimes ou bourreaux. Monsieur le co-président de la réconciliation nationale, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres des institutions républicaines, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les membres des organisations bilatérales et multilatérales, la Guinée a connu un long passé douloureux. Ce passé continue à nous poursuivre. Très tôt, les règlements de compte, les exécutions extrajudiciaires se sont substituées à la loi. Au lieu de juger de façon impartiale à la face du monde, on a préféré exécuter. Donc, notre pays a connu une très mauvaise image à travers l'histoire. Cela a même commencé avant l'indépendance en 1957. Cela a continué avec le camp Boiro. Cela a continué avec les événements de 85, 2006, 2007, 28 septembre, etc. Mais le plus grave, c'est que de plus en plus, l'esprit communautaire a eu tendance à l'emporter sur l'esprit national. Le manque de civisme a été généralisé et l'intolérance. Mais ce qui complique encore davantage la situation, c'est que dans une même famille, on peut trouver des victimes et des bourreaux. Ceux qui ont été victimes au camp Boiro sont souvent bourreaux en 85 et autres, etc. Et surtout, le plus grave, l'incivisme s'est entré dans ce pays, l'intolérance et le communautarisme. Nous avons oublié l'esprit civique. Il est temps que nous acceptons d'enseigner l'esprit civique dès les écoles primaires. Aussi, il y a un minimum de justice que nous devons rendre. Nous avons des forces communes à Kindia. Un des efforts, c'est de faire des recherches afin de donner des sépultures décentes à ces différentes victimes pour qu'ils sortent de l'anonymat. Il est important aussi que les enfants des victimes, que ce soit le camp Boiro, 85 ou autre, c'est la jeunesse, qu'ils acceptent de s'asseoir, qu'ils acceptent de discuter ensemble pour qu'ils nous aident à trouver des solutions. Parce que ce n'est pas facile en Guinée. L'esprit civique s'est installé de telle sorte que ce rendre justice est devenu banal. Dans un pays normal, lorsqu'on attrape un voleur, on le présente à la gendarmerie. Très souvent dans notre pays, on se rend justice tout de suite. La reconnaissance nationale en Guinée est très très difficile. Pourtant, c'est une nécessité. Je félicite les co-présidents, toute l'aide qu'ils ont apportée. Mais la réconciliation nationale
quel que soit l'accompagnement international des Nations Unies des droits de l'homme, ne peut qu'être par le fait des Guinéens. Or, aujourd'hui, les Guinéens ont du mal à s'affecter les uns des autres. L'esprit communautaire, nous avons, en 1958, le Niger, le Sénégal, la Guinée, etc. étaient les pays qui avaient voulu voter non au référendum de 1958. Le Niger n'a pas réussi, le Sénégal n'a pas réussi. Ici, tous les leaders politiques, que ce soit Frère Barry Yawandou, Barry III, se sont donné la main. C'est ça qui a permis à la Guinée de voter comme un seul homme pour avoir l'indépendance. Il ne faut jamais oublier que si c'est le PDG qui a dirigé, l'événement n'a pu avoir lieu que par l'étroite collaboration entre les partis de l'opposition, c'est-à-dire Yawandou et Barry III. C'est ça qui a fait que la Guinée a pu obtenir l'indépendance. Et nous avons vécu des épreuves extrêmement difficiles. Mais l'unité nationale a commencé à se fissurer. C'est vrai qu'il y a eu aussi des gens qui ont commis des fautes. Mais à côté des gens qui ont commis des fautes, beaucoup d'innocents ont perdu leur vie. Parce qu'ils disaient seulement que le comité de quartier accuse telle personne. Ils disaient seulement que telle ou telle personne a une affaire de femme avec quelqu'un. Tout de suite, on a accusé 5e colonne. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de victimes dans ce pays. En 1985, on aurait pu mettre fin à cela. Si on avait permis qu'il y ait un jugement, qui aurait permis à chacun de s'expliquer. Ce qui était responsable de Kambouaro allait s'expliquer, les victimes allaient s'expliquer. Et on aurait trouvé la solution. Malheureusement, les gens ont été assassinés à Kimbia. Ils n'ont pas pu s'expliquer, ils n'ont pas sorti avec les victimes. Nous avons connu encore d'autres épreuves au moment des syndicats en 2006-2007. Des enfants ont été tués. Là aussi, il n'y a pas eu d'enquête. Nous avons connu la même chose le 28 septembre. Et ce qui complique encore davantage, comme j'ai dit, dans une même famille, on trouve des victimes de Kambouaro, mais aussi des bourreaux de 85 autres. Alors, comment allons-nous réussir l'unité nationale si nous ne privilégions pas l'aspect national, c'est-à-dire les Guinéens sont d'abord des Guinéens et non pas des peuples, des Soussous, des Malinqués et des Guérzés, et que nous acceptons de regarder la vérité en face. Quels que soient les progrès que nous réalisons, ces progrès sont toujours masqués par notre passé. On va toujours, ah, c'est la Guinée, c'est pas étonnant. Et aussi, beaucoup des amis ne nous aident pas. Ils ne font pas la distinction entre la Guinée d'hier et la Guinée d'aujourd'hui. Il n'y a plus de prison cachée, prison clandestine. Nous avons fait la réforme de l'armée. Nous avons fait la réforme de la justice. Mais là encore, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons dit aux notaires, avant d'accepter d'entraîner une vente, il faut vérifier si tous les ayants droit ont donné leur accord. Or, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Un frère décide de vendre une maison ou un terrain à l'insu de ses frères. Un beau matin, les huissiers et les gendarmes se présentent pour déguerpir les gens, alors qu'ils ne sont pas au courant. J'ai fait une réunion avec le notaire. J'ai dit, le notaire a une obligation. Quand il faut des reventes, le notaire doit vérifier est-ce que tous les ayants droit avec Fodé sont d'accord. Est-ce qu'ils ont tous signé qu'ils sont d'accord de vendre? C'est le cas que nous avons connu aujourd'hui à Boulbiné. Les gens se réveillent, on dit votre maison est vendue, mais ils ne sont pas au courant. Et la justice doit s'appliquer.
Mais la justice s'applique de façon mauvaise, la décision a été mal prise. C'est difficile la réconciliation en Guinée, mais il faut qu'on réussisse cette réconciliation. Le miroir de la Guinée est très sombre, mais nous pouvons clarifier. Alors, commençons par poser des actes très concrets. Beaucoup de familles ne savent pas où se trouve le corps de leurs parents. Nous avons des forces communes. Je pense qu'avec la recherche, avec les historiens et autres, nous pouvons déjà rendre justice en essayant de voir comment nous pouvons retrouver les corps dans ces forces communes. Je pense que c'est une action prioritaire que nous devons mener. Deuxièmement, tout le monde doit être associé à la recherche de la vérité. Parce qu'en Guinée, la vérité est difficile. C'est des pays de rumeurs. Et plus le mensonge est gros, plus de gens y croient. Donc, il est important qu'on associe les historiens. Nous avons encore des historiens, quelques historiens encore vivants, qu'on les associe. Ils ont été acteurs depuis la Première République. Ils peuvent nous aider. Nous avons des sages qui connaissent l'histoire. Ils sont mieux indiqués de nous faire connaître la vérité que quelques ONG intellectuelles que vous prenez qui ne connaissent pas l'histoire. Et c'est là aussi où les organisations doivent nous aider. Au lieu de s'appuyer sur les ONG, il faut s'appuyer sur les personnes ressources, les gens qui ont connu la Première République, la Deuxième République et maintenant, et qui connaissent l'histoire. C'est eux qui peuvent nous permettre de réconcilier. Parce que eux, ils peuvent nous dire la vérité. Donc l'accompagnement aussi ne se fait pas tout à fait correctement. C'est pourquoi je souhaite que les Nations Unies travaillent avec nos deux co-présidents en distinguant dans les régions les personnes à qui Dieu a donné une longue vie et qui connaissent encore l'histoire, qui peuvent dire voilà ce qui s'est passé à tel moment, voilà ce qui s'est passé à tel moment. Rendre justice à quelqu'un ne va pas ramener son parent décédé. Mais si vous leur rendez justice et qu'on montre à la face du monde que son père ou sa mère ont été des victimes innocentes, il y a une satisfaction morale qui permet de pardonner. Mais je fais un appel aux enfants des victimes du camp Boiro, de 85 et autres. C'est eux qui sont notre espoir. Si eux, ils acceptent de s'asseoir ensemble, de discuter, de créer un espace de discussion, de discuter entre eux, parce qu'ils ne sont pas responsables. Beaucoup d'adultes sont responsables. Il est difficile de reconnaître qu'effectivement, c'est moi qui ai dénoncé telle personne alors qu'il était innocent. Donc, demandons aux jeunes, aux enfants de camp Boiro, aux enfants de Canafin et autres, d'essayer de dialoguer et de nous aider à avancer. Aidons les présidents à connaître région par région, village par village, les personnes ressources qui connaissent l'histoire. Faisons appel à des historiens comme Yann Tamsir et d'autres pour que enfin la Guinée ose se regarder en face. L'image que le miroir va nous renvoyer est une image désastreuse, est une image qui fait honte, est une image qui fait peur. Mais c'est ça la réalité de la Guinée. Ce ne sont pas des gens qui ont quitté la planète Mars ou d'autres pays pour venir poser ces actes. Ce sont les Guinéens eux-mêmes qui ont posé ces actes. Donc c'est les Guinéens qui sont responsables de ce qui s'est passé dans ce pays. C'est pourquoi j'ai dit en tant que président, j'assume l'histoire de la Guinée dans ses aspects négatifs comme dans ses aspects positifs. Ça veut dire que nous devons reconnaître qu'effectivement, il y a eu de l'injustice au camp Boiro, il y a eu de l'injustice en 1985, il y a eu de l'injustice en 2006, il y a eu de l'injustice en 2007. Malheureusement, on n'a jamais voulu aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous avons un conseil supérieur de la magistrature. Il y a encore beaucoup de faiblesses dans la justice. Beaucoup d'arrêts sont rendus de façon intempestive sans respecter la loi. Mais le phénomène le plus grave que nous avons, c'est un phénomène foncier.
Sous la Première République, la terre appartenait à l'État, les gens avaient la jouissance. Aujourd'hui, on ne sait même plus quel est le statut. Un même terrain, vous pouvez avoir 3, 4 titres fonciers. Alors, comment savoir où est la vérité? Des gens s'accaparent des terrains qui sont des terrains de l'État ou des terrains communautaires en disant c'est pour eux. Donc la situation en Guinée est très complexe parce que l'anarchie s'est installée pendant longtemps. Le non-droit, l'absence d'esprit civique, il faut du temps. Quelqu'un qui est habitué à un certain comportement, à frapper le prisonnier qui vient pendant 10-15 ans, vous ne pouvez pas en un tour de main, en un mois, le changer. L'espoir de la réconciliation en Guinée, c'est la jeunesse. Parce que cette jeunesse n'a pas participé à cela. Cette jeunesse, elle n'a pas ce passé lourd, elle n'a pas ces mauvaises habitudes. Donc il faut la patience. Il faut que progressivement, les rêves des générations, les nouvelles générations qui vont venir, à condition qu'elles aussi, elles ne soient pas intolérantes. Les enfants de Kambalo ne vont pas dire non, nous, on ne veut rien avoir avec les enfants de 85, c'est eux qui ont tué nos parents. Ou ceux de 85, on ne veut rien avoir avec les gens de Kambalo, ceux qui ont tué. Il faut que ces jeunesses se donnent la main. On met beaucoup de choses sur le dos du gouvernement. Avant que j'arrive, on m'a dit qu'il y avait des photos. Mais quand il y a la réconciliation, on doit avoir aucune photo d'aucun chef d'État. Parce que sur tous les chefs d'État, il y a eu des victimes. La réconciliation doit se faire au niveau des populations, sans propagande, sans rien. Donc, il faut que chacun accepte cela. Nous avons aussi, nous doit présenter son panneau aujourd'hui, nous, comme le médiateur. Il a connu la Première République, il a connu la Deuxième République. Même s'il n'est pas historien, il fait partie aussi des gens qui peuvent nous aider. Nous avons le docteur Sultan, nous avons beaucoup d'autres qui sont quand même des intellectuels. Et si on associe tous ces gens, qui sont des gens honnêtes, sincères, parce qu'ils n'ont pas été mêlés au massacre, aux tueries, aux dénonciations, ils peuvent nous aider. Mais le grand problème, le Guinéen n'accepte pas l'autre. Un diplomate m'a dit un jour, ce qui est grave en Guinée, c'est que le Guinéen n'aime pas le Guinéen. Le Guinéen n'aime pas le bonheur de son voisin. J'étais ulcéré venant d'un diplomate. Mais quand je regarde la réalité, il n'a fait que peindre la réalité. Alors, il faut toujours poser la question. Les mêmes ethnies, les mêmes familles étaient là en 1958. Comment nous avons pu, comme un seul homme, voter non et assumer, malgré toutes les menaces? Et comment c'est les enfants et les petits-enfants de cela ne peuvent pas se donner la main comme nos parents à cette époque-là se sont donné la main? C'est chacun de nous réfléchisse en son âme et conscience. Au lieu de stigmatiser les autres, qu'il voit lui-même réellement, est-ce qu'il s'est comporté correctement? Est-ce que sa famille s'est comportée correctement? C'est facile de présenter les autres comme bourreaux et de se victimiser. Mais si on se posait la question que si vous-même, vous n'avez pas été bourreau ou vos parents n'ont pas été bourreaux, c'est cette introspection personnelle, familiale qui manque en Guinée. Tant qu'il n'y aura pas ça, tant qu'on continuera à accuser les autres sans voir les propres ressentiments de sa propre famille, on n'ira pas de l'avant. Quel que soit le travail que nos deux co-présidents vont en battre, si les Guinéens n'acceptent pas de collaborer, si chacun n'accepte pas la vérité, si chacun n'accepte pas de dire « toi tu as fait ça, mais nous aussi on a fait ça », alors j'ai fait un appel aux enfants des différents camps, que ce soit le camp Bolo 85, le 28 septembre 2006-2007. C'est eux qui sont l'espoir de la réconciliation. Mais cette réconciliation ne peut pas se faire en masquant l'histoire. Il faut qu'on dise la vérité.
Qu'est-ce qui s'est passé au Camp-Boireau? Qu'est-ce qui s'est passé en 1985? Qu'est-ce qui s'est passé en 2006? Qu'est-ce qui s'est passé en 2007? Qu'est-ce qui s'est passé le 28 septembre? Il faut qu'on reconnaisse. Voilà nos fautes. Une fois qu'on a reconnu nos fautes, alors on peut demander pardon. Donc, je vais demander qu'on prenne toutes les dispositions pour que déjà toutes les fosses communes puissent être visitées, afin que, on l'a fait dans les pays d'Europe de l'Est. Ce qu'ils ont fait, nous pouvons le faire aussi. Au moins, faisons en sorte de retrouver les corps pour leur donner une sépulture correcte. C'est déjà un point important. Je n'ai pas fait le même discours, puisque nous avons chargé le grand imam et l'archevêque. J'espère seulement qu'eux-mêmes ils sauront trouver des personnes ressources dans le pays qui peuvent nous aider d'abord à connaître la vérité. Pour pardonner, il faut d'abord connaître la vérité. Pour pardonner, il faut savoir d'abord qu'on a été victime et qu'on a reconnu que vous êtes victime. En ce moment, vous pouvez pardonner. Mais l'esprit de haine, l'esprit de vengeance ne peut pas faire avancer un pays. Seule la tolérance, l'acceptation, la fraternité et le fait d'être d'accepter qu'on est Guinéen. Nous avons connu des épreuves quand nous avons eu de Gola. Mais on ne savait pas qui est Bleu, qui est Malinké, qui est Soussou, qui est Guérzé. Quand on dit on ne donne pas de visa, on ne donne pas de visa aux Guinéens. C'est pas, on ne sélectionne pas. Ça doit être une leçon pour nous. Cette épreuve très dure, nous savons comment nous l'avons assumée. Et là aussi, je fais un appel à tout le monde. Vous avez des gens qui continuent à dire encore, il n'y a pas d'Ebola, l'Ebola c'est pas vrai, les Blancs viennent pour vous tuer, etc. Comme a dit Ismaël, pour la période de partir de 100 à 10, aujourd'hui nous sommes vers la fin. Mais si les gens refusent de présenter les malades, s'ils refusent que la Croix-Rouge vienne sécuriser, aujourd'hui nous avons eu des laboratoires. Nous allons avoir des laboratoires dans tous les quartiers. Parce que ce qui énerve aussi les gens un peu, c'est qu'on garde le corps longtemps sans résultat. Nous avons des laboratoires aujourd'hui qui vont commencer, qui au bout de 2 heures peuvent donner des résultats. Donc, on va les mettre dans les différentes communes. Dès qu'il y a un décès, ils font le décès. 2 heures après, ils ont le résultat. Acceptons aussi pendant un moment, ne serait-ce qu'un mois, à changer certaines de nos habitudes. Quand il y a des morts, cessons de venir tous. C'est ça qui aggrave l'épidémie. Ce qui s'est fait au Libéria, nous ne pouvons pas le faire en Guinée. Si on avait fait, on aurait eu des problèmes. Au Libéria, on a brûlé des cadavres. Au Libéria, on a isolé des quartiers. Nous, à la demande toujours de nos partenaires internationaux, nous avons toujours dit dialogue, communication. Cela nous a réussi en forêt. La forêt était une situation explosive. Aujourd'hui, il y a 0 cas en forêt. Nous n'avons pas caché les malades. Nous n'avons pas pu aller à Fourcaria. Oh, vous savez que Fourcaria, une porte, c'est la Sierra Leone, l'autre porte, c'est la Guinée. Et nous savons bien qu'il y avait des malades là-bas, mais n'arrivaient pas à avoir accès, parce qu'il y a des gens qui poussaient les enfants à empêcher les médecins de passer. À partir du moment où on rentre là-bas, il est évident qu'on va trouver des cas. Mais au fur et à mesure où on trouve ces cas, au fur et à mesure, on arrive à vaincre. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est Conakry. Il faut que tout le monde accepte. Vous avez baissé les bras. Partout avant, on se lavait les mains, on prenait des précautions. Mais combien aujourd'hui il faut encore ces précautions? J'étais à la mosquée vendredi. Il y avait un seul seau. Comment vous pouvez avoir un seul seau pour beaucoup de monde? Ici, l'Ebola a des conséquences extrêmement graves sur notre économie. Aujourd'hui, nos commerçants ne peuvent aller, nous à Dubaï, nous en Chine. Comment le voulez qu'ils puissent faire des affaires? Nous n'avons pas été à la Mecque l'année dernière. Nous avons toutes les chances de vaincre l'Ebola, à condition que chacun de nous. Je parle d'unité nationale, mais il est important de partir de l'Ebola parce que c'est ça qui est en train de lutter aujourd'hui. Donc j'en appelle à la vigilance de tout le monde, j'en appelle à la collaboration de tout le monde dans les quartiers pour aider quand il y a un malade qu'on l'amène à l'hôpital, quand il y a des morts qu'on accepte que la Croix-Rouge vienne sécuriser le corps. Il y a eu 26 enterrements communautaires hier, aucun n'avait l'Ebola. Au moins, ça permet
Le voici à un seul qu'il a, de pouvoir soigner la famille et tous les gens qui l'entourent. A précisé que le lancement des consultations nationales est un appui au processus de réconciliation nationale initié par le chef de l'État, professeur Alpha Condé.